Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 22. Donc cette chronique traitera bien entendu de l'évolution en matière de gestion de l'individu dans la société mondialisée, ce qu'on pourrait appeler ou déterminer comme étant la difficulté ou la conflictualité du management, qui est finalement au fond aujourd'hui la nouvelle doxa en matière d'organisation et de direction. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que, en tant qu'idéologie, le management a pris le pas sur l'art de diriger, premièrement. Mais on pourrait même préciser en second lieu qu'il est également présent pour entraîner, voire même de mener les hommes et les femmes. Bon. L'art traditionnellement fondé sur le bon sens, ce qu'on pourrait déterminer comme étant l'équité, la compétence, le sens relationnel, l'esprit, ma foi, de synthèse, voire même l'intuition et le courage, et bien sûr euh, l'autorité conférée, je dirais, à celui qui sait s'y prendre. Alors l'entreprise privée, aujourd'hui, est le lieu où le management s'exprime avec le plus d'assurance, bien entendu. Mais elle n'en a pas non plus le monopole, hein, soyons d'accord avec cela. Donc aujourd'hui, comme je viens de le préciser, mon avant-propos, euh, que cela s'impose un peu partout. Alors, si diriger une entreprise a toujours impliqué la réalisation de bénéfices, ceux-ci n'ont pas forcément toujours eu pour vocation de croître et de manière indéfinie grâce à la mobilisation de tous. Bien entendu, on peut même considérer tous les moyens permis par les règles du jeu économique euh, définies, ou, soyons honnêtes là-dessus, une entreprise ne peut vivre et faire vivre sans chercher sans cesse de nouveaux sacrifiés. Alors avec ce qu'il faut appeler le management financier, qui est un nouveau concept, je dirais, réel, dont les terrains d'excellence sont les grands groupes, mais qui s'imposent en réalité à tout l'écosystème économique. Je dirais qu'un pas a été franchi et qui met l'organisation, bien entendu au sens large, explicitement au service de l'argent, plus qu'au service de la société. Et c'est là le problème. Finalement, pour faire court, on pourrait préciser que cela est au service de quelques poignées d'actionnaires, plus qu'au service de tous. Dans ce contexte, je dirais que la vente de biens et de services n'est finalement qu'un prétexte pour faire du business. La bonne gestion ne consiste plus alors simplement à faire vivre, je dirais, une organisation et un collectif de travail au moyen des bénéfices, mais soyons clairs là-dessus, elle cherche à maximiser des bénéfices au moyen des organisations, quitte à en sacrifier, voire en malmener, je dirais, les effectifs. Alors, dès lors, l'un des principaux problèmes que doit résoudre cette logique financière est celui de sa légitimité. Comment, avec de tels objectifs, soyons clairs là-dessus, hein, financièrement virtuels pour des travailleurs qui n'en touchent pas le résultat, mais bien réels pour eux lorsqu'ils tombent, je dirais, le coup près des plans sociaux. Alors, se faire accepter par qui les subit? La réponse la plus simple n'est pas suffisante. Le salaire, cette rétribution versée en échange d'un travail, je dirais même les moyens théoriques de répartir les richesses ne suffisent, en cas d'espèce, je dirais, ne suffit pas pour provoquer une adhésion au niveau
d'objectifs sans cesse réévalués à la hausse, bien entendu. Alors les compensations financières, je dirais pour être nécessaires, se révèlent insuffisantes dans un contexte qui évolue constamment. Certes, elles alimentent le quotidien et entraînent, je dirais, non seulement entretiennent également la motivation grâce aux primes et aux éventuels accords d'intéressement. Mais trop silencieuses à force d'habitude, elles finissent par tomber dans l'insignifiance de la normalité. Ou sinon, soudain trop sensibles, je dirais que les voilà qui deviennent objets de revendication, mieux vaut alors changer de sujet. Alors, bien que Marx nous ait bien expliqué tout cela, et quitte à nous, ou libre à nous, de réévaluer finalement au fond, afin de produire une doctrine aux assises scientifiques solides, sert alors d'ambiance sémantique et de justification idéologique, envelopper le travail d'une pellicule de sens impulse une direction et décline des gammes d'exigences. L'idéologie, parce que j'appelle ça une idéologie, n'ayons pas peur du mot, même si ceux qui en sont adeptes appellent ça une réalité de vie, l'idéologie tout de même managériale déplie alors ses ailes. Discipline de gestion à la recherche du meilleur rendement, le management entend se faire valoir en paraissant très argumenté. Mêlant théorie et pratique, alors pourquoi les managers ont-ils toujours raison? Parce qu'ils dirigent au nom de la rationalisation absolue des tâches? Quoi qu'on en dise, ils sont toujours dans le sillage de Taylor et de l'organisation scientifique du travail. Et en cela, bien entendu, ils ont du mal à le reconnaître. L'esprit de la science est ainsi invoqué, convoqué, voire simulé à tour de bras et à tort et à travers, afin de faire taire tous ceux qui auraient prétention à être contre. Expertise par-ci, expertise par-là, le management n'en reste pas, je dirais, au seul bon sens. Trop commun, pas assez prestigieux, le bon sens manque de rationalité. Alors il faut paraître sérieux. En matière de management, les apparences comptent beaucoup. Le paraître, il y a de l'importance, et ces experts tiennent à leur allure. Manière de parler, de s'habiller, d'abord leur interlocuteur de présenter les sujets, de chiffrer les faits, être convaincant, et faire preuve d'influence et avant tout une affaire de forme et de formule. La prestation doit avoir la classe, elle doit vendre du rêve également. Elle doit attirer les jeunes freluquets en mal d'appartenance à la société évoluée. Alors me direz-vous, effectivement, il faut être convaincant et faire preuve d'influence. La prestation doit avoir la classe, comme je viens de le préciser, comme la parade. Nous sommes encore une fois dans une forme d'organisation qui veut vendre absolument un produit afin de dominer et de dominer et de dominer. Bien entendu, tout est dans la manière qui doit obéir au code en usage et ne pas se laisser aller au seul feeling, source, bien entendu, de toutes les erreurs. Alors, il convient d'afficher une intelligence technique des situations qui doit avoir été pensée de manière stratégique. Il faut toujours anticiper afin d'éviter, bien entendu, les aléas et faire taire tous ceux qui peuvent je dirais, dénaturer le sens, voire en mettant le doigt sur les dysfonctionnements. Le management a besoin de démarches structurées pour tenir à distance, je dirais, le mauvais génie de la fantaisie. Selon lui, peu propice aux affaires, il éloigne l'instinct, la spontanéité. Il est une somme de convenances à finalité opératoire. Bref, il est une quête de résultats, de bons résultats, de bonnes factures, comme diraient certains. Tel est son idéal, un idéal si loin de la réalité du métier de manager que le management en ressort d'autant plus magnifié. Donc,
à l'image de la sainte parole prononcée au sommet de la montagne par un Dieu que bien peu, finalement au fond, rejoindront. L'activité professionnelle est constamment tiraillée entre ce qu'elle est réellement, souvent au bord du chaos, et ce que le management voudrait qu'elle soit, un monde strictement rationnel dédié à ses finalités. Soumis à la sanction du résultat, je dirais atteint le plus souvent grâce aux vertus du bricolage et des qualités personnelles du concerné, ça bien entendu, cette doxa ne veut pas en entendre parler, bien que on peut considérer la réalité première, plus que les recettes qui lui sont administrées. Finalement, au fond, ils deviennent petit à petit une sorte de théorie totalitaire pour des gens qui le reprochaient à leur alter ego. Le manager, finalement, une fois passé le tamis de l'idéologie managériale, souffrait régulièrement du syndrome du magicien. Rappelez-vous, il développe alors, non sans suffisance, une panoplie de symptômes liés à la parole managériale qui lui est inculquée, une sorte de conditionnement à la Pavlov. La volonté farouche d'influencer, la peur d'être sans effet, le recours incantatoire à des formules simplistes, le désir de manipuler les esprits, la prétention d'être le relais d'une volonté supérieure, ayant une mission. Bien entendu, la pression est à la hauteur de l'enjeu, bien entendu, et c'est à ne pas en douter. Gagner le combat économique, je dirais que la légitimité managériale tient à la capacité d'une doctrine, dirons-nous, à influencer le cours des choses de manière à ce que ce qui se passe conformément aux incantations qu'elle formule. À la finalité, elle devient presque une incantation religieuse. Pour elle, la planification est une forme de divination. Et les vendeurs de recettes managériales utilisent souvent des formules accrocheuses aux allures de petites annonces de marabouts. Gérer ses émotions pour développer la confiance. Augmenter son pouvoir de persuasion. Mieux, convaincre et impliquer. Prendre une décision et y faire adhérer. Développer la performance de son équipe. 5 outils pour développer la confiance en soi et le charisme. Rappelez-vous les recettes miracles. Autant de modules présentés, de formations placées sous le signe du contrôle sur soi-même et sur autrui. Finalement, au fond, ils prétendent vous aider à décupler votre pouvoir relationnel et à déjouer le mauvais sort en attirant sur vous la puissance positive de la baraka. Associés au charisme des leaders, magiciens et managers sont obsédés par la réussite et l'efficacité. Même si les moyens sollicités ne sont pas identiques, si l'esprit des experts a remplacé l'expert en esprit de management, et magie prétendent manipuler le cours des choses au risque de justement manipuler les esprits, écoutez, bien entendu, les experts en management ne reconnaîtront jamais cette parenté d'attitude, bien entendu, cela me semble évident. Il faut savoir que eux se nourrissent d'éléments prétendus solides, par lesquels ils espèrent gagner leur légitimité théorique et leur efficacité pratique. Psychologie, sociologie, anthropologie, philosophie et bien sûr économie. L'ultime maîtresse de nos destins, Homo economicus, l'entité économique. L'être humain ne serait que finalement au fond une machine ayant prétention à obéir et à consommer. Alors l'économie reste néanmoins la discipline maîtresse. Je dirais qu'elle s'impose dans le cadre de l'exercice. Les autres champs théoriques se déclinent en sous-dimension de cette économie. Ce qui n'est pas, je dirais, l'économie, mais une manière parmi d'autres de considérer l'économie centrée sur le profit infini. Pratique et rendue bonne à tout faire, cette discipline est, ma foi, devenue à la fois mode de vie et de pensée, mode d'exister, et science à laquelle on ne saurait bien entendu échapper comme étant une malédiction ou une incontournabilité. Si souvent, je dirais, est érigée comme le savoir du concret, l'économie tient la vie quotidienne sous son emprise.
religion dépravée et profane de l'hypermodernité, elle réside au centre de nos préoccupations et déguise en experts ces magiciens. Les recettes managériales servent de baguettes magiques agitées par un clergé de théoriciens du business multidimensionnel, des chefs d'entreprise enrégimentés, des décideurs publics comme du privé, des consultants idéologues sûrs de leur doctrine, sans oublier une kyrielle de cadres intermédiaires, relais bien entendu opérationnels formés grâce aux ailes des précédents. Alors à la recherche d'outils et d'arguments pour asseoir leur autorité et bien entendu renforcer leurs compétences, voilà comment le soutien des grandes écoles et des think tanks qui forment et forgent et répandent bien entendu les théories en vogue s'organise une chaîne de diffusion. Donc, au fond, si on juge aujourd'hui ce qu'on pourrait considérer comme étant mon entreprise, selon les seuls critères qui importent, les résultats, parce que c'est en cela que finalement, au fond, tout cela tend. Comment peaufiner vos indicateurs avant de poursuivre, car contrairement à certaines idées en vogue dans les milieux managériaux, je n'ai pas le goût, je le dirais bien, de participer à la définition de mes critères d'évaluation. Je n'apprécie pas de tenir avec vous le bâton, qui me battra, même si vous invoquez l'argument de la démocratie participative pour me séduire, ce qui finalement au fond n'est qu'un leurre. Eh bien, je tiens à préciser que ceux qui jamais ne remettent en cause l'idéologie associée à leur fonction, et qui par conséquent fonctionnent en soldats zélés du profit pour le profit, de l'efficience et d'une forme de médiocrité productiviste, qui surestiment la quantité. En revanche, je plains aujourd'hui effectivement les managers qui sont, je dirais, soumis à un effet de système et non d'autres issues que d'appliquer des principes qu'ils jugent réducteurs, sinon ridicules en toute lucidité. Ou finalement changer de travail tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fait une petite analyse sur la conception qu'on pourrait appeler de l'art de diriger en 2018. J'espère que ça vous a fait un peu réfléchir et c'est le but. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.